Ma femme m'a tendu les papiers du divorce et a dit, tu as 48 heures pour prendre tes affaires. Mon nouveau petit ami est le propriétaire de cette maison maintenant. J'ai simplement souri et accepté. Mais quand il a mis un pied dans cette maison, il a réalisé qu'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Vous connaissez ce sentiment quand vous entrez dans votre propre maison et que vous sentez immédiatement que quelque chose ne va pas? Comme lorsque vous rentrez de vacances et que vous ne pouvez pas vous défaire de l'impression que quelqu'un a dormi dans votre lit, mangé votre porridge, en gros, traitez votre château comme son Airbnb personnel. Ouais. Eh bien, multipliez ça par environ 1000 et vous vous approcherez de ce qui m'a frappé quand j'ai poussé ma porte d'entrée ce vendredi après-midi. Je venais de survivre à une autre journée écrasante au cabinet d'avocat, le genre où chaque client pense qu'il est votre seul client, et chaque associé agit comme s'il vous faisait une faveur en vous laissant respirer leur air de bureau recyclé. Ma cravate était déjà desserrée, ma veste jetée sur mon épaule, et tout ce que je voulais, c'était une bière fraîche et peut-être un peu de Netflix sans prise de tête pour laver le goût de baratin d'entreprise qui avait enduit ma langue pendant les 10 dernières heures. Mais au lieu de la tranquillité domestique habituelle, vous savez, Clara probablement en train de faire défiler Instagram pendant qu'une quelconque saleté de télé-réalité tournait en fond, je suis tombé dans ce qui ressemblait à une putain d'embuscade. Là, elle était, ma femme bien-aimée depuis 12 ans, assise à notre comptoir de cuisine en granit comme si elle dirigeait une réunion de conseil d'administration. Clara avait toujours été dramatique, mais c'était du théâtre de haut vol. Elle m'attendait clairement, répétant probablement ses répliques et vérifiant son rouge à lèvres dans l'appareil photo de son téléphone. La femme qui me saluait habituellement en pantalon de yoga et chignon décoiffé était habillée comme si elle se rendait à un entretien d'embauche ou à un enterrement. Et là, posée entre nous comme une arme chargée, une enveloppe Kraft. Pas n'importe quelle enveloppe, remarquez, mais un de ces salopards épais et officiels qui hurlent « Votre vie est sur le point de se compliquer ». Elle l'a poussée sur le comptoir avec le genre d'indifférence désinvolte que vous utiliseriez pour glisser l'addition à quelqu'un dans un restaurant. Sauf que ce n'était pas pour partager la note de pas de prix. C'était apparemment pour diviser toute notre existence. Tu as 48 heures pour prendre tes affaires, a-t-elle dit, sa voix portant cette qualité répétée qui me disait qu'elle avait pratiqué ce moment devant le miroir. Mon nouveau petit ami est le propriétaire de cette maison maintenant. Laissez-moi vous dire, j'ai été dans de nombreuses salles d'audience où l'avocat de la partie adverse a essayé de me prendre par surprise avec des preuves de dernière minute ou des témoins inattendus. J'ai eu des clients qui m'ont menti en face et des juges qui ont démoli mes arguments comme s'ils étaient en papier de soie humide. Mais rien, et je dis bien absolument rien, ne m'avait préparé à l'audace pure de ce moment. Mon nouveau petit ami est le propriétaire de cette maison maintenant. Les mots m'ont frappé comme un train de marchandises conduit par la grande faucheuse elle-même. Pas « il faut qu'on parle » ou « je ne suis pas heureuse » ou même « je veux divorcer ». Non. Directement à « fais tes valises et dégage parce que je t'ai déjà remplacé par quelqu'un qui a apparemment un meilleur crédit ». J'ai fixé ces papiers comme s'ils pouvaient s'enflammer spontanément si je les regardais assez fort. Une partie de moi voulait déchirer cette enveloppe sur le champ pour voir exactement quelle sorte de fiction juridique Clara et son homme mystère avaient concocté. Mais une autre partie de moi, celle qui avait appris à lire les gens pendant 12 ans de mariage et 15 ans de pratique du droit, pouvait voir exactement ce qui se passait ici. Ce n'était pas du chagrin. Ce n'était même pas de la colère. C'était une performance artistique. Clara m'observait comme un faucon, attendant l'explosion. Elle voulait des larmes, des supplications, peut-être un peu de bonne vieille rage masculine pour se sentir justifiée dans l'option nucléaire qu'elle venait de déployer. Ses yeux avaient cette lueur qui signifiait qu'elle pensait avoir toutes les cartes en main, comme si elle venait de jouer une quinte flush royale alors que j'étais assis là avec une paire de deux. Le truc avec Clara, c'est qu'elle n'avait jamais été particulièrement intéressée par les détails ennuyeux de notre vie commune. Quand nous avons acheté cette maison il y a 8 ans, elle était à fond sur les comptoirs en marbre, les dressings, et à quel point ses amis du club de lecture seraient impressionnés. La paperasse, les trucs juridiques, c'était des conneries d'avocat ennuyeuses qu'elle était heureuse de me laisser gérer pendant qu'elle choisissait des coussins et se disputait avec les entrepreneurs au sujet des carreaux de la crédence. Mais je me souvenais de chaque détail de cet achat. Je me souvenais des appels téléphoniques tard dans la nuit avec mon père, de la structuration minutieuse, des décisions délibérées qui semblaient trop prudentes à l'époque. Papa avait toujours été paranoïaque quant à la protection des actifs, probablement parce qu'il avait vu trop de braves hommes se faire plumer par des ex-femmes vengeresses ou de mauvais partenaires commerciaux. Sois toujours propriétaire de tes fondations, disait-il. Les gens peuvent voler ton confort,
mais ne les laisse jamais voler le sol sous tes pieds. Alors que je me tenais là, regardant le petit sourire suffisant de ma femme et sa bombe parfaitement répétée, j'ai senti quelque chose d'inattendu monter du plus profond de ma poitrine. Ce n'était pas de la rage, ni du désespoir, ni même du choc. C'était le rire. Pas un rire à voix haute. Je ne suis pas complètement fou. Mais le genre d'amusement interne, profond, qui vient en regardant quelqu'un se prendre une porte vitrée en pleine face sans l'avoir vu venir. Parce que Clara, que Dieu bénisse son petit cœur manipulateur, n'avait absolument aucune idée de ce qu'elle disait réellement. Elle pensait qu'elle portait un coup fatal. Elle pensait qu'elle démontrait son pouvoir, sa capacité à me détruire avec une seule enveloppe Kraft et un investisseur immobilier avec de beaux cheveux. Ce qu'elle venait de faire, en réalité, c'était de me servir sur un plateau la préparation pour la riposte juridique la plus satisfaisante de toute ma carrière. J'ai levé les yeux vers elle, observant cette expression d'attente, cette jubilation à peine contenue alors qu'elle attendait que je m'effondre. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qui n'était clairement pas dans son scénario. J'ai souri. Pas un sourire amer ou un rictus sarcastique, mais un sourire sincère, calme, presque agréable. Le genre d'expression qui avait rendu les avocats adverses nerveux pendant plus d'une décennie parce que cela signifiait généralement que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. D'accord, ai-je dit, en repoussant l'enveloppe sur le comptoir sans même l'ouvrir. 48 heures. C'est généreux de ta part. Et juste comme ça, j'ai vu la confiance de Clara vaciller comme une bougie dans le vent. L'espace d'une seconde, l'incertitude a envahi ses traits. Ce n'était clairement pas ainsi qu'elle avait imaginé cette scène. Elle s'attendait à des supplications, des prières, peut-être des promesses dramatiques de changer ou de me battre pour notre mariage. Ce qu'elle a eu à la place, c'est un homme qui avait l'air de venir d'apprendre la météo. Parce que contrairement à Clara, je savais exactement ce qui allait suivre. Et ça allait être absolument magnifique. Alors, vous vous demandez probablement qui est cet homme mystérieux, n'est-ce pas? Le type qui a apparemment surgi et acheté ma maison sous mon nez comme une sorte de super-héros de l'immobilier. Eh bien, laissez-moi vous brosser le portrait de Trent Wallace, car ce personnage mérite une présentation en bonne et due forme. Imaginez tous les investisseurs immobiliers véreux que vous avez vus dans de mauvais films. Puis montez le facteur, connard, à 11. On parle d'un type qui s'entraîne probablement à sa poignée de main puissante devant le miroir et utilise des expressions comme « opportunité synergique » dans une conversation informelle. Trent est le genre d'homme qui porte un parfum assez fort pour étouffer un cheval et pense qu'une Rolex fait automatiquement de lui le neveu perdu de Warren Buffett. J'avais déjà rencontré ce clown, croyez-le ou non. Il s'était pointé à quelques barbecues de quartier au cours des derniers mois, réussissant toujours à orienter les conversations vers son vaste portefeuille immobilier et son approche disruptive de l'investissement résidentiel. Le type ne pouvait pas commander un hot-dog sans glisser une mention de sa dernière acquisition ou de sa stratégie de sortie. Un vrai charmeur, celui-là. Clara avait agi bizarrement avec lui depuis le début, mais j'avais mis ça sur le compte de son comportement habituel de recherche d'attention. Elle avait toujours été du genre à flirter avec le facteur si cela signifiait que quelqu'un lui dirait qu'elle faisait plus jeune que son âge. Mais apparemment, pendant que j'étais occupé à travailler pour gagner ma vie, Clara et Trent concoctaient leur petit compte de faits immobiliers. Le lendemain matin, après que Clara a lâché sa bombe, elle vibrait pratiquement d'excitation. Elle vérifiait son téléphone toutes les 30 secondes comme si elle attendait un texto du comité du prix Nobel, et elle avait clairement passé plus de temps sur son maquillage. Vous savez, ce regard que les femmes ont quand elles pensent qu'elles sont sur le point de gagner à la loterie? C'est exactement l'air qu'avait Clara alors qu'elle voletait dans la cuisine, fredonnant une chanson pop et agissant comme si elle venait de résoudre la faim dans le monde. Trent passe cet après-midi, a-t-elle annoncé, sans même prendre la peine de me regarder en se servant une tasse de café. Il veut faire le tour de sa nouvelle propriété. Sa nouvelle propriété. Elle l'a dit comme si elle annonçait la météo, mais avec ce petit sourire en coin qui me disait qu'elle savourait chaque syllabe. C'était son moment de triomphe, son grand « je t'ai eu » après 12 ans de mariage. Elle pensait probablement que je serais recroquevillé dans un coin, sanglotant dans une boîte de mouchoirs et la suppliant de reconsidérer sa décision. Au lieu de cela, j'étais assis à la table du petit déjeuner, lisant calmement la section des sports et hochant la tête de temps en temps comme si elle discutait des plans pour le week-end. Parce que honnêtement, toute cette situation était meilleure que la télévision par câble. C'est gentil, chérie, ai-je dit, sans lever les yeux d'un article sur la dernière controverse du quarterback. Dois-je sortir la belle vaisselle,
où on reste décontracté? Le sarcasme lui est passé complètement au-dessus de la tête, ce qui était à peu près la norme. Clara avait toujours été insensible à la subtilité, probablement parce qu'elle était généralement trop occupée à planifier son prochain post Instagram pour prêter attention à la communication humaine réelle. Vers 15 heures, pile à l'heure, j'ai entendu le son inimitable du ridicule escalade noire de trans engagé dans notre allée. Et quand je dis ridicule, je veux dire que ce truc était customisé comme un accessoire de clip de rap. Du chrome partout, des vitres teintées et des jantes qui coûtaient probablement plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Le système d'échappement avait ce grondement inutilement bruyant qui crie « J'ai une petite bite, mais j'espère que vous ne le remarquerez pas ». Je me suis positionné dans le salon avec une vue parfaite sur la porte d'entrée, m'installant dans mon fauteuil préféré avec une tasse de café et le journal de la veille. Appelez ça de la curiosité morbide, mais je voulais voir cet accident de train de près. Trans est pavané jusqu'à la porte d'entrée comme s'il marchait sur un tapis rouge, vérifiant son reflet sur l'écran de son téléphone et ajustant sa cravate. L'homme portait un costume 3 pièces un samedi après-midi parce qu'apparemment, une tenue décontractée n'était pas assez impressionnante pour revendiquer la propriété de la maison de quelqu'un d'autre. Ses cheveux étaient gominés avec assez de produit pour imperméabiliser un petit bateau, et son sourire avait cette qualité prédatrice qui me faisait penser aux vendeurs de voitures d'occasion et aux télévangélistes. Clara a pratiquement sprinté pour le laisser entrer, et je jure qu'elle a gloussé. A littéralement gloussé, comme une adolescente rencontrant son membre de boys band préféré. C'était à la fois pathétique et hilarant, de voir une femme adulte se transformer en idiote minaudière pour un type dont la personnalité avait toute la profondeur d'une flaque d'eau en août. Tran, a-t-elle couiné, lui jetant les bras au cou comme s'il revenait de la guerre au lieu de traverser la ville dans son monument à l'insécurité gourmand en essence. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Bon sang, la femme était vraiment investie dans cette performance. Tran a absorbé l'attention comme une éponge, enlaçant Clara dans ce qu'il pensait sûrement être une étreinte suave tout en balayant la pièce du regard par-dessus son épaule. Ses yeux se sont posés sur moi, assis là avec mon café, et son sourire s'est élargi en quelque chose qui aurait rendu un requin fier. Eh bien, a-t-il dit, sa voix portant cette fausse confiance que les hommes peu sur deux utilisent quand ils pensent qu'ils sont en train de gagner. J'espère que tu as fait tes valises, le vieux. J'ai de grands projets pour cet endroit, et il n'inclut pas les anciens locataires qui traînent. Le vieux. Le type avait peut-être 5 ans de moins que moi, mais il l'a dit comme s'il s'adressait à son grand-père. Je pouvais pratiquement le voir bomber le torse, marquer son territoire comme une sorte de mâle alpha de l'immobilier. J'ai pris une longue gorgée de mon café et l'ai toisé avec le genre d'évaluation désinvolte qui avait fait transpirer les jeunes associés pendant les dépositions. De grands projets, hein? C'est excitant. Quel genre d'améliorations envisages-tu? Oh, tu sais. Tran a agité la main avec dédain. Rénovation complète. Cet endroit a de bonnes bases, mais l'ancien propriétaire n'avait clairement aucune vision. Je pense à quelque chose de moderne, d'épuré, peut-être abattre quelques murs, vraiment ouvrir l'espace. L'ancien propriétaire. C'était moi, assis juste en face de lui. L'aplomb de ce type était vraiment impressionnant. Clara sautillait presque sur la pointe des pieds, regardant cet échange comme si c'était le final de la saison de son émission de télé-réalité préférée. Elle avait clairement monté ce moment dans sa tête, imaginant Tran comme une sorte de héros conquérant venant la sauver de sa vie de banlieue ennuyeuse. J'aime la vue depuis ce salon, a poursuivi Tran, se dirigeant vers la fenêtre et regardant le jardin comme s'il inspectait son royaume. Endroit parfait pour recevoir. Clara me dit que vous avez des voisins sympas. J'ai hâte de les rencontrer à la prochaine fête de quartier. Il fallait le lui accorder. L'homme savait vraiment vendre un fantasme. Il avait réussi à convaincre Clara qu'il n'achetait pas seulement notre maison, mais qu'il entrait aussi dans tout notre cercle social, prêt à prendre ma vie en main comme s'il mettait à jour son profil LinkedIn. Mais voilà le truc avec les fantasmes, ils ne sont aussi solides que leur fondation. Et l'illusion particulière de Tran était construite sur des sables mouvants. J'ai levé ma tasse de café dans un simulacre de toast, lui offrant mon plus agréable sourire. Bienvenue à la maison, Tran. J'espère que tu en apprécieras chaque minute. Vous savez, certaines personnes ont ces enfances parfaites à la Pinterest avec des soirées de jeux en famille et des biscuits faits maison qui refroidissent sur le rebord des fenêtres. Ouais, eh bien, ce n'était pas exactement le foyer des Henderson en grandissant. Ne vous méprenez pas, mon vieux m'aimait à sa manière bourrue et pragmatique.
Mais Robert Henderson n'était pas du genre à exprimer son affection par des histoires au coucher ou en cochant la petite ligue. Sa version de la sagesse parentale était enveloppée dans un sens des affaires froid et dur, et livrée avec la chaleur émotionnelle d'un contrôle fiscal. Mais bon sang, si l'homme n'avait pas raison sur à peu près tout. Papa avait grandi à la fin de la Grande Dépression, un de ces enfants qui ont compris très tôt que la sécurité est quelque chose que l'on construit brique par brique, pas quelque chose qui apparaît comme par magie parce qu'on le souhaite très fort. Son propre père avait tout perdu dans le krach boursier, maison, entreprise, dignité, tout le tout-team. Et papa a passé toute sa vie à s'assurer que cette tradition familiale particulière meure avec son vieux. Sois toujours propriétaire de tes fondations, me disait-il, généralement alors que nous étions assis dans son bureau à la maison les dimanches après-midi, entourés de classeurs qui semblaient pouvoir survivre à une apocalypse nucléaire. Les gens peuvent voler ton confort, mais ne les laisse jamais voler le sol sous tes pieds. À l'époque, je pensais qu'il était paranoïaque. Je veux dire, c'était un type qui gardait 3 comptes d'épargne différents dans 3 banques différentes juste au cas où l'une d'elles déciderait de s'enflammer spontanément. Il avait des plans de secours pour ses plans de secours et des stratégies de contingence qui auraient impressionné les planificateurs de guerre du Pentagone. Pour mon cerveau d'adolescent, tout cela semblait excessif. Mais papa en avait assez vu en 68 ans pour savoir que le monde avait la fâcheuse habitude de vous donner un coup de pied dans les dents juste au moment où vous pensiez avoir tout compris. Il avait vu des partenaires commerciaux s'entuber pour des contrats de plusieurs millions de dollars, vu des mariages imploser pour de l'argent, vu des entreprises supposées solides comme le rock disparaître du jour au lendemain parce que quelqu'un était devenu avide, négligent ou tout simplement stupide. La confiance est un luxe, disait-il, généralement en me montrant un nouveau document juridique ou une nouvelle stratégie d'investissement. Espère le meilleur, mais toujours, et je dis bien toujours, prépare-toi au pire. Parce que quand les gens te montrent qui ils sont vraiment, tu ferais mieux de les croire du premier coup. L'homme n'avait pas tort. Au cours de ses 40 ans dans les affaires, papa s'était fait avoir exactement une fois par un partenaire qui avait détourné des fonds de leur entreprise de construction. Une seule fois. Après ça, chaque contrat, chaque partenariat, chaque décision majeure a fait l'objet d'un examen juridique plus approfondi qu'une nomination à la Cour suprême. Il ne s'est plus jamais fait avoir parce qu'il n'a jamais donné à personne l'occasion de le faire. Alors, quand Clara et moi avons acheté la maison il y a 8 ans, frais et dispo et stupidement optimiste quant à notre avenir ensemble, devinez qui a insisté pour s'occuper de toute la paperasse. C'est ça, mon cher vieux papa, armé de sa loupe et de sa méfiance innée envers tout ce qui semblait trop simple ou direct. Clara, que Dieu bénisse son petit cœur matérialiste, était bien trop occupée à choisir des comptoirs en granit et à se disputer avec l'architecte d'intérieur pour savoir si la chambre principale avait besoin d'un lustre pour prêter attention aux détails juridiques ennuyeux. Elle pensait que le mariage signifiait « ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ». Et comme elle n'avait jamais possédé quelque chose de plus précieux qu'une Honda Civic, le concept de protection des actifs lui était aussi étranger que la physique quantique. Mais juste nos deux noms surtout, avait-elle dit, en agitant la main avec dédain quand j'ai essayé d'expliquer les inquiétudes de papa. On est mariés, bon sang. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Des paroles prophétiques. Mais papa m'avait pris à part un soir, son expression aussi sérieuse qu'une crise cardiaque. Nous étions dans son garage, entourés du chaos organisé d'un homme qui ne jetait jamais rien parce qu'on ne sait jamais quand on pourrait avoir besoin d'une rondelle, d'un boulon ou d'un bout de fil spécifique. Fils, a-t-il dit, et je savais que j'allais avoir droit au traitement complet de Robert Henderson parce qu'il ne m'appelait, fils, que lorsqu'il était sur le point de dispenser une sagesse sérieuse. Tu aimes cette fille, et je comprends pourquoi. Elle est jolie, elle est drôle, elle te fait rire. Mais l'amour et les affaires sont deux animaux différents, et tu ferais mieux d'apprendre cette distinction avant que ça ne te coûte tout ce pourquoi tu as travaillé. Il avait déjà fait ses devoirs, bien sûr. Papa n'abordait jamais une situation à l'aveugle. Il avait fait des recherches sur les antécédents familiaux de Clara, son histoire financière, sa cote de crédit, en gros tout sauf engager un détective privé. Ce qu'il avait trouvé n'était pas exactement rassurant. Sa famille a un schéma, a-t-il expliqué, en sortant un dossier plus épais que la plupart des romans. 3 générations d'instabilité financière, de mauvaises décisions et de mariages qui se sont terminés avec une partie se faisant plumer. Sa mère a pris la moitié de l'entreprise de son père lors du divorce. Sa grand-mère a fait la même chose à son grand-père. C'est comme une programmation génétique. J'ai protesté, naturellement. J'étais jeune,
amoureux et convaincu que Clara était différente, que notre relation était spéciale, que nous déjouerions les pronostics par la seule force de notre engagement l'un envers l'autre. Toutes ces absurdités romantiques qui ont un sens parfait quand on pense avec son cœur au lieu de son cerveau. Papa a simplement hoché la tête patiemment, comme s'il s'attendait exactement à cette réaction. J'espère que tu as raison, fils. Vraiment. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. Alors voilà ce que nous allons faire. Nous allons créer Henderson Holdings LLC, et cette entité sera propriétaire de ta maison. Tu en seras le seul membre et gérant. Clara pourra y vivre, la décorer, y organiser ses petites réunions de club de lecture, tout ce qui la rend heureuse. Mais la propriété réelle, ça reste dans la famille. À l'époque, cela semblait être une paranoïa excessive enveloppée dans du jargon juridique. Clara et moi étions heureux, nous planifions notre avenir ensemble, nous parlions d'enfants, de retraite et de vieillir sur ce porche. L'idée qu'elle essaierait un jour de me voler la maison était aussi crédible que si elle prétendait pouvoir voler sur Mars le week-end. Mais papa insistait, et honnêtement, il était plus facile de suivre ses plans paranoïaques que de se battre avec lui. Ainsi est né Henderson Holdings LLC, une société à responsabilité limitée unipersonnelle avec moi comme unique propriétaire et la maison comme principal actif. Clara n'a jamais posé de questions sur la paperasse. Elle était trop occupée à planifier notre pendaison de crémaillère et à déterminer quel filtre Instagram rendait le salon le plus impressionnant. Un jour, tu me remercieras pour ça, avait dit papa alors que nous déposions les derniers documents. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas l'année prochaine, mais un jour, quand le monde te montrera à quel point il peut être moche, tu te souviendras de cette conversation. Le vieil homme est décédé 3 ans plus tard, d'une crise cardiaque dans son sommeil, tenant probablement encore un document juridique à la main. À ses funérailles, les gens ont parlé de sa réussite professionnelle, de son intégrité, de ses principes inébranlables. Ce qu'ils n'ont pas mentionné, c'est son plus grand cadeau pour moi, la prévoyance de protéger mes fondations avant même que je sache qu'elles en avaient besoin. Maintenant, assis dans ma cuisine pendant que Clara se pavanait comme si elle venait de gagner à la loterie, je pouvais pratiquement entendre la voix de papa résonner depuis le paradis des avocats qu'il avait probablement réussi à gérer. Je te l'avais dit, fils. La confiance est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Merci, papa, magnifique et paranoïaque salaud. Tu m'as sauvé la mise d'outre-tombe. Vous connaissez ce moment dans les films d'horreur où la victime réalise enfin qu'elle a parlé au tueur en série depuis le début? Cette fraction de seconde où son visage passe de la confiance à la confusion, puis à la terreur absolue? Eh bien, regardez l'expression de Clara changer à mesure que ma réaction s'imposait était meilleure que n'importe quel thriller hollywoodien que j'ai jamais vu. Voyez-vous, Clara avait chorégraphié toute cette scène dans sa tête. Elle l'avait probablement répétée pendant des semaines, peut-être même en pratiquant ses répliques devant le miroir pendant que j'étais au travail, perfectionnant cette petite annonce suffisante sur le fait que Tran possédait la maison. Dans son petit fantasme tordu, c'était censé être son grand moment de triomphe. La scène où elle se vengeait enfin de chaque affront perçu, de chaque conversation ennuyeuse au dîner, de chaque fois que j'avais choisi le travail plutôt que l'événement social rempli de drames auquel elle voulait assister. Elle s'attendait à des larmes. Bon sang, elle les attendait probablement avec impatience. Peut-être des supplications, des promesses désespérées de changer, d'être un meilleur mari, de prêter plus d'attention à ses besoins. Ou mieux encore, peut-être un peu de bonne vieille rage masculine, des cris, des menaces, le genre de dépression nerveuse qui justifierait sa trahison et la ferait se sentir comme la victime dans toute cette affaire. Ce qu'elle a eu à la place était quelque chose qui n'était clairement pas dans son scénario, un homme qui avait l'air de venir d'apprendre que son café était prêt. Après que j'ai repoussé ses papiers sur le comptoir avec mon 48 heures, c'est généreux, désinvolte, le silence dans cette cuisine s'est étiré comme du caramel. Clara est restée là, me regardant bouche bée comme si j'avais commencé à parler une autre langue. Son moment de victoire parfaitement répété semblait soudain beaucoup moins victorieux. « C'est tout ?» a-t-elle finalement demandé, sa voix portant un étrange mélange de confusion et de déception. « C'est tout ce que tu vas dire ?» J'ai pris une autre gorgée de mon café et laissez-moi vous dire, c'était un sacré bon café, celui, cher, que Clara avait insisté pour acheter parce que les voisins nous jugeraient si nous servions du Folger au dîner et j'ai vraiment regardé ma femme. 12 ans de mariage, et je la voyais clairement pour la première fois depuis peut-être une décennie. Elle était habillée pour la bataille, sans aucun doute. Cheveux parfaitement coiffés, maquillage appliqué avec la précision d'un artiste de peinture de guerre,
tenue choisie pour lui donner un air puissant et maître de la situation. Ce n'était pas la Clara qui se prélassait en pantalon de yoga et pull trop grand. C'était Clara en mode performance, jouant le rôle de la femme forte et indépendante qui avait enfin trouvé le courage de quitter son mari ennuyeux. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'elle ne réalisait probablement même pas qu'elle montrait. Sous toute cette confiance fabriquée se cachait une lueur d'incertitude, comme si elle s'était tellement concentrée sur l'annonce de sa bombe qu'elle n'avait pas vraiment pensé à la suite. « Qu'est-ce que tu t'attendais à ce que je dise, Clara ?» ai-je demandé, posant ma tasse avec un calme délibéré. « Tu voulais que je supplie ? Que je me jette à tes pieds en promettant d'être un meilleur mari ? Ou tu espérais la crise de nerfs dramatique complète ? Des cris, des pleurs, peut-être jeter quelques meubles pour faire de l'effet. » Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte comme un poisson qui se retrouve soudainement sur la terre ferme. Pour la première fois depuis probablement des années, Clara était sans voix. Parce que voilà le truc, ai-je continué, me penchant en arrière sur ma chaise avec le genre de posture détendue qui avait rendu les avocats adverses fous pendant les dépositions. Tu sembles avoir tout compris. Nouveau petit ami, nouvelle maison, nouvelle vie. Pourquoi me mettrais-je en travers de ton bonheur ? La confusion sur son visage s'est approfondie, et je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête alors qu'elle essayait de comprendre pourquoi cela ne se passait pas comme prévu. Clara avait toujours été assez douée pour lire les émotions des gens. C'était l'un de ses talents de séductrice en série et de manipulatrice à temps partiel, mais elle me regardait comme si j'étais devenu une espèce complètement différente. « Tu n'es pas contrarié ?» a-t-elle demandé, et il y avait quelque chose de presque suppliant dans sa voix, comme si elle avait besoin que je sois dévasté pour que toute cette trahison ait un sens dans son esprit. C'est là que je lui ai offert le sourire. Pas le rictus amer et sarcastique qu'elle attendait probablement. Pas le sourire faux et forcé d'un homme qui essaie de faire semblant que tout va bien. C'était mon sourire authentique, le sourire calme et confiant qui avait rendu les professeurs de droit nerveux et transformé les avocats adverses arrogants en idiots bégayants. C'était le sourire d'un homme qui savait quelque chose que personne d'autre dans la pièce ne savait. Pourquoi serais-je contrarié, ai-je demandé, et je jure que ma voix était si égale qu'on aurait pu l'utiliser pour poser du papier peint. Tu as fait ton choix, Clara. Tu as trouvé quelqu'un qui te rend heureuse, quelqu'un qui peut te donner des choses que je ne peux apparemment pas. Je respecte ça. Vraiment. Maintenant, elle avait l'air vraiment troublée. Ce n'était définitivement pas la réaction sur laquelle elle comptait. Clara avait passé 12 ans à apprendre à lire mes humeurs, mes tics, mes schémas émotionnels. Elle savait à quoi je ressemblais quand j'étais en colère, frustré, blessé ou déçu. Mais ça, c'était un territoire inexploré. Mais c'est notre maison. A-t-elle balbutié, faisant un geste vers la cuisine comme pour me rappeler où nous étions. Notre vie. Tout ce que nous avons construit ensemble. C'est exactement ce que tu choisis d'abandonner, ai-je terminé pour elle. Et c'est très bien, Clara. Vraiment. Si Tran te rend plus heureuse que moi, si sa maison est meilleure que la nôtre, si sa vie est plus excitante que la vie que nous avons partagée, eh bien, alors tu devrais absolument foncer. Le truc avec Clara, c'est qu'elle avait toujours eu besoin de drame pour se sentir vivante. Le contentement paisible l'ennuyait. Elle s'épanouissait dans le conflit, les hauts et les bas émotionnels, le genre de turbulence relationnelle qui fait de la bonne télé-réalité. Notre mariage était devenu trop stable à son goût, trop prévisible, trop semblable à la vie d'adulte réelle plutôt qu'à celle d'adolescent dopé aux hormones et aux mauvaises décisions. Alors elle avait créé son propre drame, sa propre crise, son propre grand moment de rébellion. Le problème, c'est qu'elle s'attendait à ce que je joue mon rôle assigné dans sa petite production, et j'étais apparemment en train d'improviser. « Tu me fais peur », a-t-elle dit doucement, et pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette cuisine, j'ai entendu quelque chose d'authentique dans sa voix. Pas la confiance répétée, pas le drame fabriqué, mais une peur réelle, sincère. Parce que Clara, malgré tous ses défauts, n'était pas stupide. Elle pouvait sentir que quelque chose n'allait vraiment pas dans ce tableau. Un mari normal se battrait pour son mariage, sa maison, sa vie. Un mari normal serait en colère ou dévasté ou au moins confus. Mais je n'étais pas en colère. Je n'étais pas dévasté. Je n'étais pas confus. J'étais calme. Complètement, totalement, anormalement calme. Et ce sourire n'a jamais faibli. Ce soir-là, pendant que Clara était à l'étage,
probablement en train de discuter en visio avec 30 de leurs grands projets pour leur nouvelle vie ensemble, j'ai fait ce que tout homme raisonnable ferait dans ma situation. Je me suis versé 3 doigts du vieux bourbon de papa, le bon qu'il gardait pour les occasions spéciales qui ne sont jamais venues, et je suis descendu à mon bureau pour examiner exactement quel genre de munitions juridiques j'avais dans mon arsenal. La plupart des types gardent leurs documents importants dans une boîte à chaussures ou peut-être un classeur s'ils se sentent particulièrement organisés. Mais rappelez-vous, je suis le fils de Robert Henderson, ce qui signifie que mon système de stockage de documents pourrait probablement survivre à une frappe nucléaire directe et produire encore des papiers lisibles. Papa m'avait inculqué l'importance de tenir des registres méticuleux, et au fil des ans, j'avais transformé cette leçon en quelque chose qui approchait une forme d'art. Mon bureau, que Clara avait toujours qualifié de « cette pièce ennuyeuse avec tous les dossiers », était en gros Fort Knox pour la paperasse. Des classeurs ignifuges, plusieurs copies de sauvegarde de tout ce qui est important, des documents organisés par date, type et pertinence. Police d'assurance, déclaration de revenus, registre d'investissement, documents juridiques. Tout était soigneusement entretenu et régulièrement mis à jour, car on ne sait jamais quand une épouse vengeresse pourrait essayer de réduire en cendres toute votre existence. J'ai commencé par le dossier de Henderson Holdings LLC, un dossier épais qui contenait la plus belle collection de documents juridiques de ce côté-ci des archives de la Cour suprême. Chaque papier était parfaitement exécuté, notarié, déposé auprès des agences gouvernementales appropriées et sauvegardé en triple exemplaire. Papa aurait été fier. Ce n'était pas seulement de la documentation, c'était un chef-d'œuvre de protection d'actifs. Les statuts constitutifs originaux, déposés il y a 8 ans auprès de l'État, établissant clairement Henderson Holdings comme une LLC unipersonnelle avec moi comme unique propriétaire et gérant. Le pacte d'associés, rédigé par l'un des meilleurs avocats d'affaires de la ville, décrivant mon contrôle total sur tous les actifs de la société. L'acte de transfert de propriété, déplaçant notre maison de la propriété conjointe à la propriété de la LLC, dûment enregistrée auprès du comté et couvert par une assurance titre. Mais voici la partie vraiment magnifique. Chaque mois, depuis 8 ans, Henderson Holdings avait payé l'hypothèque, les impôts fonciers, les primes d'assurance, les frais de l'association des propriétaires, toutes les fichues dépenses liées à cette maison. Et chaque paiement provenait du compte professionnel de la LLC, créant une piste papier incassable qui ferait pleurer de joie n'importe quel comptable judiciaire. Clara n'avait jamais demandé d'où venait l'argent. Pour autant qu'elle sache, les paiements hypothécaires se faisaient comme par magie chaque mois. Comme si une sorte de fée domestique s'occupait de toutes les responsabilités ennuyeuses des adultes pendant qu'elle se concentrait sur les choses importantes, comme redécorer la salle de bain des invités pour la 3e fois. Ou se disputer avec son club de lecture pour savoir s'il devait lire 50 nuances de Grey ou s'en tenir à leur régime habituel de livres de développement personnel et de mémoires de célébrités. J'ai ensuite sorti les registres de l'impôt foncier, car rien ne dit « propriété légitime », comme 8 ans de paiement d'impôt continu. Chaque année, Henderson Holdings LLC avait consciencieusement payé sa part pour satisfaire le gouvernement local et protéger légalement la propriété. Le nom de Clara n'apparaissait nulle part sur ces documents, car pourquoi y serait-il? Elle n'avait jamais possédé la maison. Puis sont venues les polices d'assurance, assurance habitation, assurance responsabilité civile complémentaire, protection de la responsabilité civile, le tout au nom de Henderson Holdings LLC. La compagnie d'assurance m'envoyait des avis de renouvellement et des mises à jour de police depuis près d'une décennie, tous adressés à la LLC, tous payés par la LLC, toute preuve juridiquement contraignante que Clara avait autant de droits de propriété qu'un parfait inconnu passant dans la rue. J'en étais à la moitié de mon bourbon et complètement absorbé par la satisfaction de passer en revue ma forteresse juridique parfaitement organisée quand mon téléphone a sonné. L'afficheur indiquait Marcus Lee, mon vieil ami de la fac de droit qui s'était lancé dans le droit de la famille et traitait des cas de divorce et de litige sur les biens depuis 15 ans. Marcus avait vu toutes sortes de guerres conjugales imaginables, des simples batailles pour la garde des enfants aux complexes stratagèmes internationaux de dissimulation d'actifs. Henderson, la voix de Marcus a tonné au téléphone avec le genre d'enthousiasme qui suggérait qu'il avait lui aussi profité de quelques boissons pour adultes. S'il te plaît, dis-moi que tu appelles parce que tu as besoin d'aide pour enterrer un corps, parce que le travail juridique normal m'ennuie à mourir ces derniers temps. Encore mieux, ai-je dit, prenant une autre gorgée de bourbon et ressentant cette chaude satisfaction qui vient du fait d'avoir tout bien préparé. J'ai besoin d'aide pour ce qui pourrait être le cas de tentative de fraude immobilière le plus satisfaisant que j'ai jamais rencontré. Oh, merde, maintenant tu as toute mon attention. Raconte. Et c'est ce que j'ai fait.
Je lui ai parlé de la présentation dramatique de l'enveloppe par Clara, de Tran et de ses ridicules prétentions de propriété, de l'avis d'expulsion de 48 heures qui avait le poids juridique d'une liste de courses. Marcus a écouté dans un silence de plus en plus jubilatoire, et je pouvais presque l'entendre sourire à travers le téléphone. Attends. Attends, a-t-il interrompu quand j'en suis arrivé à la partie où Tran planifiait des rénovations. Tu es en train de me dire que ce clown pense qu'il a acheté une maison à une femme qui n'en a jamais été propriétaire? C'est exactement ce que je te dis. Et il prévoit d'emménager ce week-end? D'après Clara, oui. Le silence à l'autre bout du fil a duré environ 10 secondes, puis Marcus a complètement éclaté de rire. On parle d'un rire à gorge déployée, les larmes aux yeux, à en perdre le souffle, qui a duré une bonne minute. Quand il a finalement réussi à se calmer, sa voix tremblait encore d'amusement. Mec, c'est le matin de Noël, le réveillon du Nouvel An est gagné à la loterie, tout ça en même temps. As-tu la moindre idée de la rareté d'un cas aussi magnifiquement stupide? Je veux dire, une tentative de fraude immobilière basée sur des documents qui n'existent pas. D'une vendeuse qui n'est pas propriétaire du bien, à un acheteur qui n'a apparemment jamais pris la peine de faire la moindre vérification de base. Ça va être légendaire. Alors tu penses qu'on peut s'en occuper? S'en occuper? Henderson, on ne va pas seulement s'en occuper. On va en faire un putain de chef-d'œuvre de destruction juridique. Je parle des adjoints du shérif, d'avis officiels. Peut-être même d'une petite accusation de violation de propriété si ce personnage de Tran se met trop à l'aise. Qu'est-ce que tu penses de lundi matin pour ruiner complètement la vie de quelques personnes? Lundi me semble parfait. Magnifique. Envoie-moi des copies de tout, et je dis bien tout, ce soir si tu peux. Je veux passer mon dimanche à examiner ce dossier et à planifier exactement comment nous allons démolir ces idiots. Ça va être tellement amusant que je ne te facturerai peut-être même pas mon tarif habituel. Après avoir raccroché, je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, entouré des preuves organisées du génie paranoïaque de mon père, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Une satisfaction pure, sans mélange. Pas le contentement modéré d'un travail bien fait, ou le bonheur fugace d'une belle soirée entre amis. C'était le plaisir profond et satisfaisant qui vient de voir ses ennemis marcher droit dans un piège qu'ils avaient eux-mêmes construit. Clara et Tran pensaient jouer aux échecs, mais ils s'étaient en fait présentés à une fusillade avec des cuillères en plastique. Et lundi matin, ils allaient découvrir à quoi ressemblait une véritable puissance de feu juridique. Le samedi matin est arrivé avec toute la tension dramatique d'un mauvais feuilleton, et je dois admettre que j'étais un peu excité de voir comment tout ce bordel allait se dérouler. Clara avait virevolté dans la maison depuis l'aube comme une pom-pom girl sous caféine, vérifiant son apparence toutes les 5 minutes et réarrangeant les meubles comme si elle se préparait pour une séance photo. Elle avait changé de tenue 3 fois, optant pour quelque chose qui criait « femme d'affaires à succès qui prend les choses en main », et était restée collée à son téléphone toute la matinée. Coordonnant vraisemblablement les détails de l'opération « Voler ma maison », avec son chevalier en polyester brillant. Moi? Je profitais du samedi le plus détendu que j'avais eu depuis des mois. Pendant que Clara nettoyait sous l'effet du stress des surfaces déjà impeccables et s'entraînait à prendre des poses désinvoltes mais assurées devant le miroir du couloir, j'étais installé dans le salon avec une tasse de café et le journal du week-end. Me sentant comme un spectateur aux premières loges du cirque. La beauté de savoir que vous êtes sur le point de voir quelqu'un foncer droit dans un mur de briques à toute vitesse, c'est que vous pouvez réellement apprécier le savoir-faire de leur autodestruction. Chaque regard nerveux que Clara me lançait, chaque fois qu'elle vérifiait son téléphone pour des nouvelles de Tran, chaque petit détail de sa performance élaborée, tout cela se dirigeait vers un crescendo qui allait être absolument magnifique. Vers midi, je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone avec cette fausse voix douce qu'elle utilisait quand elle essayait d'impressionner des gens qu'elle connaissait à peine. « Oh, Tran, chérie, j'ai hâte que tu vois tout. La maison va être parfaite pour toi. » Oui, il est très coopératif pour tout ça. Non, aucun problème. En fait, il est étonnamment mature à ce sujet. Mature. C'était la meilleure. Si seulement Clara savait que ma maturité n'était en réalité qu'un amusement à peine contenu en la regardant creuser sa propre tombe avec une pelle en or. L'attente me tuait, honnêtement. C'était comme attendre la chute de la plus longue blague du monde, sauf que la blague était mon mariage et que la chute allait impliquer les forces de l'ordre. Marcus m'avait appelé plus tôt ce matin-là pour confirmer que tout était en place pour le massacre juridique de lundi.
Et il était si excité par l'affaire qu'il avait probablement passé toute sa matinée à rechercher des charges supplémentaires qu'il pourrait potentiellement déposer. Ce sera un cas d'école, avait-il dit, contenant à peine sa jubilation professionnelle. Tentative de fraude, éventuelle violation de propriété, peut-être même complot si nous pouvons prouver qu'ils ont planifié ça ensemble. Je n'ai pas été aussi excité par une affaire depuis ce PDG qui a essayé de cacher des actifs dans le fonds fiduciaire de ses enfants. Mais d'abord, nous devions laisser nos vedettes monter sur scène et s'investir pleinement dans leur rôle. Pile à leur quart, Tran me donnait l'impression d'être le genre de type qui pensait que la ponctualité était un signe de dominance alpha où j'ai entendu le rugissement inimitable de son ridicule escalade s'engager dans l'allée. Et quand je dis ridicule, je veux dire que ce truc sonnait comme un dragon mécanique ayant une crise d'asthme. Le système d'échappement était réglé sur une nuisance maximale, probablement parce que Tran n'avait jamais connu un geste subtil qu'il ne pouvait transformer en spectacle. Je me suis positionné stratégiquement dans mon fauteuil préféré, celui avec la ligne de vue parfaite sur la porte d'entrée et l'allée au-delà. Appelez ça de la curiosité morbide, mais je voulais voir chaque détail de cette performance. Clara avait préparé ce moment depuis des semaines, fantasmant probablement sur l'air impressionnant qu'aurait Tran en prenant possession de sa nouvelle propriété, et je n'allais pas manquer l'événement principal. Par la fenêtre, j'ai regardé Tran sortir de son monument à l'insécurité gourmand en essence comme une sorte de messie de l'immobilier. L'homme était habillé comme s'il se rendait à une réunion du conseil d'administration de Goldman Sachs, costume 3 pièces, chaussures en cuir italien qui coûtaient probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens, et assez de parfum pour fumiger un petit bâtiment. Ses cheveux étaient coiffés avec une précision qui suggérait qu'il avait passé plus de temps devant le miroir ce matin-là que la plupart des femmes ne le font pour se préparer pour leur mariage. Mais voici ce qui m'a vraiment frappé. Il portait une boîte de vin. Pas n'importe quel vin, remarquez, mais un de ces coffrets cadeaux chers avec un emballage de luxe et une feuille d'or, le genre de choses que vous apportez quand vous essayez beaucoup trop de faire bonne impression. Il avait probablement passé une heure chez le caviste à demander au vendeur quelle bouteille le ferait paraître le plus prospère et sophistiqué. Clara s'est pratiquement téléportée à la porte d'entrée, et je jure qu'elle l'a ouverte avant même que Tran ait eu le temps de frapper. La femme l'avait guetté comme un faucon, chronométrant probablement son entrée pour maximiser l'impact dramatique. Elle lui a jeté les bras au cou avec un enthousiasme généralement réservé aux soldats revenant de la guerre, et Tran a absorbé l'attention comme une éponge absorbe l'eau. Bienvenue à la maison, bébé. A couiné Clara, et j'ai dû résister à l'envie de jeter quelque chose contre le mur. La femme était vraiment investie dans cette performance. Je lui accorde ça. Tran a passé son bras libre autour d'elle tout en gardant sa précieuse bouteille de vin en sécurité. Et par-dessus l'épaule de Clara, ses yeux ont immédiatement commencé à scanner l'intérieur de ce qu'il pensait être son nouveau château. Je pouvais presque voir les signes de dollars danser dans ses pupilles alors qu'il admirait les parquets, les moulures, les armoires de cuisine sur mesure que Clara avait mis 6 mois à sélectionner. Puis son regard s'est posé sur moi, assis là avec mon café et mon journal comme si je n'avais pas le moindre souci. Et son sourire s'est transformé en quelque chose qui aurait rendu un usurier fier. C'était son moment de triomphe, sa chance d'affirmer sa domination sur l'ancien propriétaire vaincu. Et il avait clairement l'intention de savourer chaque seconde. Eh bien, a-t-il dit, se dégageant de Clara et se pavanant dans mon salon comme s'il était chez lui. Ce qui, dans son esprit délirant, était apparemment le cas. J'espère que tu as fait tes valises, le vieux. J'ai de grands projets pour cet endroit, et il n'inclut pas les anciens locataires qui traînent comme du lait périmé. Anciens locataires ? L'aplomb de ce type était vraiment quelque chose à voir. J'ai levé les yeux de mon journal avec le genre d'intérêt modéré que vous porteriez à un artiste de rue particulièrement divertissant, j'ai pris une gorgée tranquille de mon café et je lui ai offert mon plus agréable sourire. Les grands projets semblent excitants, Tran. Quel genre d'amélioration penses-tu faire ? Il a bombé le torse comme un paon exhibant son plumage et a commencé à faire le tour de la pièce comme s'il menait une inspection immobilière. Rénovation complète, évidemment. Cet endroit a de bonnes bases, mais il a besoin d'une touche moderne. Peut-être abattre quelques murs, vraiment ouvrir l'espace, tu vois ? Le rendre digne de l'investissement. L'investissement, bien sûr. L'investissement dans une propriété qu'il ne possédait pas, ne pouvait légalement revendiquer, et dont il était sur le point d'être très publiquement expulsé. J'aime la vue depuis ce salon, a-t-il poursuivi, se dirigeant vers la fenêtre et contemplant le jardin comme Napoléon inspectant un territoire conquis. Endroit parfait pour recevoir des clients.
Clara me dit que vous avez des voisins très influents. J'ai hâte de réseauter avec eux. Réseauter avec mes voisins. Utiliser ma maison comme base d'opération? L'audace de l'homme était presque impressionnante. J'ai levé ma tasse de café dans un simulacre de toast, en gardant cette même expression agréable qui rendait Clara nerveuse depuis 2 jours. Bienvenue à la maison, Tran. Ai-je dit, ma voix portant juste assez de chaleur pour paraître sincère tout en dissimulant la jubilation absolue qui bouillonnait en dessous. J'espère que tu en apprécieras chaque minute. Vous connaissez ce moment dans les films où le héros a fait l'idiot pendant tout le film, laissant les méchants penser qu'il gagne, puis révèle soudain qu'il a eu 10 longueurs d'avance depuis le début? Eh bien, bienvenue à mon moment personnel des Oscars. Parce que ce qui a suivi était meilleur que tout ce que Hollywood aurait pu écrire. Tran se pavanait toujours dans mon salon comme s'il auditionnait pour une émission sur la vie des riches et des délirants, pointant les caractéristiques qu'il voulait changer et les améliorations qu'il prévoyait de faire. Clara le suivait comme un chiot amoureux, hochant la tête avec enthousiasme à chaque observation brillante qui sortait de sa bouche. L'homme avait des opinions sur tout. Les couleurs de la peinture étaient trop conservatrices, l'agencement des meubles manquait de fluidité, et apparemment mon choix de parure de fenêtre suggérait une incompréhension fondamentale de l'esthétique moderne. Je profitais immensément du spectacle, sirotant mon café et faisant occasionnellement des suggestions utiles comme « Oh, c'est une idée intéressante » ou « Je n'y avais jamais pensé de cette façon ». Juste votre sympathique ex-mari de quartier qui soutient la vision du nouveau propriétaire pour sa propriété volée. Mais le vrai divertissement était de regarder Clara. Elle n'arrêtait pas de me jeter des regards nerveux, clairement déstabilisée par mon calme continu. C'était censé être son moment de triomphe, son grand « Tiens, prends ça » au mari ennuyeux qui ne l'avait jamais apprécié à sa juste valeur. Au lieu de cela, elle commençait à ressembler à quelqu'un qui avait commandé une confrontation dramatique et avait reçu une conversation polie à la place. Tran, pendant ce temps, était complètement inconscient de toute bizarrerie sous-jacente. Il était trop occupé à se prélasser dans ce qu'il pensait être son tour d'honneur, probablement déjà en train de redécorer mentalement et de planifier des pendaisons de crémaillère où il pourrait se vanter de sa dernière acquisition à quiconque voudrait bien l'écouter. La cuisine a du potentiel, disait-il, passant la main sur le comptoir en granit que Clara avait mis 3 mois à choisir. Mais ces armoires devront certainement partir. Je pense à quelque chose de plus contemporain, peut-être avec des touches d'acier inoxydable. C'est alors que je l'ai entendu, le son qui a fait chanter mon cœur comme un cœur d'ange diplômé en droit. 3 coups secs et officiels à la porte d'entrée. Pas le « toc 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 » désinvolte d'un voisin qui passe, ni le rapide « toc toc » d'un livreur. C'était le genre de coup qui signifiait les affaires, le genre qui fait transpirer les coupables et se demander aux innocents ce qui se passe. Marcus s'était surpassé sur le timing. Nous avions prévu cela pour un impact dramatique maximal, et l'homme avait livré avec la précision d'un horloger suisse avec un flair pour le théâtre. Clara et Tran se sont figés en pleine conversation, regardant vers la porte avec le genre d'expression confuse que les gens ont lorsque leur plan soigneusement orchestré développe soudainement des complications inattendues. « Qui cela peut-il être » a demandé Clara, sa voix portant juste une pointe de la nervosité qui s'était accumulée toute la matinée. Je me suis levé lentement, posant ma tasse de café avec un soin délibéré, et j'ai souri de ce même sourire agréable qui avait mis tout le monde mal à l'aise ces derniers jours. « Oh, je crois savoir qui ça peut être » ai-je dit, en me dirigeant vers la porte d'entrée avec l'allure tranquille d'un homme qui n'avait absolument rien à cacher. Probablement juste une affaire de routine. Tu sais ce que c'est. À travers le Judas, j'ai pu voir exactement ce que j'avais espéré. 2 adjoints du shérif du comté en uniforme complet, avec un signe, ceinturon et le genre d'expression sérieuse qui suggérait qu'ils n'étaient pas là pour vendre des cookies de Girl Scout. Derrière eux, j'ai aperçu Marcus debout à côté de sa BMW, essayant probablement de ne pas paraître trop excité par le carnage juridique dont il allait être témoin. J'ai ouvert la porte avec un sourire chaleureux et accueillant, comme si je saluais de vieux amis à un barbecue. « Bonjour, messieurs les agents. Comment puis-je vous aider ?» L'adjoint le plus âgé, un vétéran grisonnant qui semblait avoir vu toutes sortes de stupidités humaines imaginables au cours de sa carrière, s'est avancé avec un porte-bloc et une expression qui aurait pu être taillée dans le granit. « Nous cherchons un certain monsieur Tran Wallace », a-t-il dit, sa voix portant le genre d'autorité qui pousse les gens intelligents à coopérer immédiatement. « Nous avons quelques questions concernant un litige de propriété. »« Oh, vous avez de la chance », ai-je dit, en m'écartant et en désignant le salon où Tran se tenait comme un cerf pris dans les phares.
Monsieur Wallace est juste ici. Il était en train de me parler de toutes les rénovations qu'il prévoyait pour sa nouvelle maison. Le second adjoint, plus jeune mais tout aussi sérieux, a suivi son partenaire dans la maison pendant que je restais près de la porte, l'image même de la coopération. Clara était plaquée contre le comptoir de la cuisine comme si elle essayait de ne faire qu'un avec le granit, son visage passant par diverses nuances de pâleur qui auraient été impressionnantes si elle n'était pas si terrifiante. Tran, à son crédit, a tenté de garder son sang-froid. L'homme a redressé sa cravate, a bombé le torse et s'est approché des adjoints avec le genre de confiance forcée qui suggérait qu'il pensait que tout cela n'était qu'un malentendu administratif qui pourrait être réglé avec la bonne combinaison de charme et de bluff. « Messieurs les agents », a-t-il dit, en tendant la main comme s'il saluait des associés. « Je suis Tran Wallace. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je suis heureux de clarifier toute confusion. » L'adjoint le plus âgé a ignoré la main tendue et a consulté son porte-bloc à la place. « Monsieur Wallace, nous devons vérifier votre revendication de propriété concernant ce bien. Avez-vous des documents prouvant que vous êtes légalement propriétaire de cette maison ? » « Bien sûr que oui, » a répondu Tran, sa voix portant toujours cette confiance fabriquée même si une fine pellicule de sueur commençait à se former sur son front. « J'ai toute la paperasse ici même. » Il a mis la main dans sa veste et en a sorti un dossier Kraft qui ressemblait étrangement à celui que Clara m'avait présenté 2 jours plus tôt. Avec une fioriture qui suggérait qu'il pensait que cela mettrait fin à la conversation immédiatement, il a tendu le dossier à l'adjoint. « Tout est en ordre, » a-t-il dit, son sourire devenant un peu plus crispé alors que l'adjoint commençait à examiner les documents. Comme vous pouvez le voir, la propriété m'a été légalement transférée par une transaction immobilière standard. L'adjoint a passé environ 30 secondes à parcourir les papiers, son expression devenant de plus en plus sceptique à chaque page. Puis il a levé les yeux vers Tran avec le genre de regard qui suggérait qu'il avait vu des trucs impressionnants dans sa vie, mais que celui-ci figurait en bonne place. « Monsieur, ces documents ne semblent pas être légalement valides. » a-t-il dit, son ton portant le professionnalisme patient de quelqu'un qui a l'habitude de traiter avec des idiots. La prétendue vendeuse ne semble pas avoir eu la propriété légale du bien pour commencer. C'est alors que je me suis avancé, sortant mon propre dossier avec le genre de confiance désinvolte qui vient du fait d'avoir de vrais documents légitimes. « Messieurs les agents, si cela peut aider, j'ai l'acte de propriété certifié et tous les documents de propriété pertinents ici même, » ai-je dit, en remettant la documentation juridique parfaitement exécutée de Henderson Holdings. Je pense qu'il pourrait y avoir une certaine confusion sur le véritable propriétaire de ce bien. Le contraste était absolument brutal. Regarder l'adjoint comparer les faux papiers de Tran avec mes documents juridiques authentiques, c'était comme regarder quelqu'un essayer de faire passer des billets de Monopoly à la banque. La différence de qualité, d'authenticité et de poids juridique était si évidente que même Tran a commencé à réaliser qu'il avait peut-être commis une erreur de jugement significative. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble l'effondrement du monde entier de quelqu'un en temps réel, laissez-moi vous peindre un tableau. Imaginez une démolition contrôlée, sauf qu'au lieu d'un bâtiment s'effondrant en un tas de décombres bien nets, c'est un ego humain qui est systématiquement détruit par les faits froids et durs de la réalité. C'est exactement ce que j'ai pu voir lorsque l'adjoint a tenu la pathétique excuse de documentation légale de Tran à côté de mes papiers de propriété authentiques, certifiés et absolument en béton. L'adjoint le plus âgé au son badge indiquait Martinez, et il avait l'air buriné d'un homme qui traitait avec des crétins depuis environ 20 ans à examiner les 2 jeux de documents avec la précision méthodique de quelqu'un qui avait vu toutes les saveurs de fraude imaginables. Il a tenu les papiers de Tran à la lumière, a vérifié les filigranes, a passé son doigt sur les bords et leur a généralement accordé le genre d'examen que les documents authentiques apprécient et que les faux craignent. Pendant ce temps, mes documents de Henderson Holdings LLC brillaient pratiquement de légitimité. Sceau du comté, tampon de notaire, numéro d'enregistrement officiel, la totale. 8 ans de tenue de registre méticuleuse et l'attention paranoïaque de mon père aux détails avaient créé une forteresse juridique qui aurait impressionné la Cour suprême. Tran commençait à transpirer maintenant, et je ne parle pas de la légère transpiration d'un homme qui portait un costume trop épais par une journée chaude. C'était une transpiration à part entière, induite par le stress, du genre, ma vie s'effondre et je le sens venir. Son parfum cher se mélangeait à la bonne vieille panique pour créer un arôme qui aurait pu être mis en bouteille et vendu sous le nom d'eau de désespoir. « Monsieur », a dit l'adjoint Martinez, sa voix portant le genre d'autorité patiente qui suggérait qu'il avait déjà annoncé de mauvaises nouvelles à des idiots trop sur 2. Ces documents que vous avez fournis semblent être frauduleux. L'acte de transfert supposé n'a aucune valeur juridique.
les signatures ne correspondent pas au registre du comté, et plus important encore, la personne qui vous aurait vendu ce bien n'en a jamais eu la propriété légale au départ. Clara a émis un son qui se situait entre un hoquet et un gémissement, comme de l'air s'échappant d'un ballon percé. Elle était toujours plaquée contre le comptoir de la cuisine, mais maintenant elle avait l'air d'essayer de fusionner physiquement avec le granit pour échapper à ce qui se passait dans son salon. Ce n'est pas possible, a protesté Tran, sa voix montant d'une octave alors que la réalité commençait à percer sa bulle d'auto-illusion. Clara m'a dit qu'elle était propriétaire de cette maison. Nous avons examiné tous les papiers ensemble. Elle a tout signé. L'adjoint Martinez s'est tourné vers Clara avec le genre de regard qui suggérait qu'il espérait vraiment qu'elle ait une explication raisonnable à ce bordel, sinon sa paperasse allait être un cauchemar. Madame, pouvez-vous fournir des documents prouvant que vous êtes propriétaire de ce bien? Clara a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte, et a fait une assez bonne imitation d'un poisson qui se retrouve soudainement sur la terre ferme. Son maquillage parfaitement appliqué commençait à montrer des fissures de stress, et ses cheveux soigneusement coiffés paraissaient un peu moins polis alors qu'elle y passait les mains dans une panique croissante. Nous. C'était censé. A-t-elle balbutié, sa voix diminuant à chaque tentative ratée d'expliquer l'inexplicable. Nous sommes mariés depuis 12 ans. Je pensais. Je veux dire, j'ai supposé. Madame, a interrompu le jeune adjoint, l'agent Chin selon son badge, avec le genre de fermeté douce que l'on utilise avec les enfants confus et les étudiants universitaires ivres. Les suppositions ne sont pas des documents juridiques. Avez-vous des papiers montrant votre nom sur l'acte de propriété, les documents hypothécaires, les registres fiscaux, quoi que ce soit qui établirait votre droit de propriété? C'est alors que Clara a fait quelque chose d'incroyablement courageux ou d'incroyablement stupide, selon votre point de vue. Elle s'est tournée vers moi, le désespoir peint sur son visage, ses yeux implorant une sorte de sauvetage des sables mouvants juridiques dans lesquels elle s'était enfoncée. Dis-leur, a-t-elle dit, sa voix se brisant sous la tension de voir son plan magistral se transformer en un désastre magistral. Dis-leur que je suis ta femme. Dis-leur que nous possédons cette maison ensemble. Tous les regards se sont tournés vers moi, et je dois admettre que c'était le moment que j'attendais depuis le début de cette comédie d'erreur. Les projecteurs étaient enfin sur moi, la star de ma propre fantaisie de vengeance, et j'allais savourer chaque seconde. J'ai regardé Clara avec le genre d'expression sympathique que vous donneriez à quelqu'un qui vient de découvrir qu'il a vécu dans une illusion pendant la dernière décennie, puis je me suis tourné vers les adjoints avec mon sourire le plus serviable et coopératif. Messieurs les agents, Clara est en effet ma femme, ai-je dit, ma voix portant le ton patient de quelqu'un qui explique des faits simples à des personnes confuses. Mais cela ne lui accorde pas automatiquement des droits de propriété sur un bien détenu par Henderson Holdings LLC. Comme vous pouvez le voir sur la documentation, cette maison appartient à ma société depuis que nous l'avons achetée il y a 8 ans. Clara a vécu ici en tant qu'invitée. Mais elle n'a jamais eu de droit de propriété légale. Le silence qui a suivi était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Le sourire confiant de Tran s'était complètement évaporé, remplacé par le genre d'expression que les gens ont quand ils réalisent qu'ils se sont fait avoir par un maître. Clara avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'expliquer que le Père Noël n'existait pas et qu'en plus, il lui volait de l'argent sur son compte en banque depuis des années. Non, a dit Tran, sa voix à peine plus qu'un murmure alors que toute l'ampleur de sa stupidité commençait à s'imposer à lui. Non, ce n'est pas possible. Elle a dit que c'était sa maison. Elle a dit qu'elle pouvait me la vendre. L'adjoint Martinez a de nouveau consulté son porte-bloc, vérifiant probablement s'il devait ajouter des accusations supplémentaires à ce qui s'annonçait déjà comme un rapport d'arrestation très divertissant. M. Wallace, tenter d'acheter une propriété à quelqu'un qui n'en est pas propriétaire est toujours illégal, même si vous n'étiez pas au courant de la fraude. Ces documents suggèrent que vous avez peut-être été victime d'une escroquerie, mais cela ne change rien au fait que vous n'avez aucun droit légal d'être sur cette propriété. C'est à ce moment-là que le sang-froid soigneusement entretenu de Tran a finalement craqué comme un œuf sur du béton. Son visage a pris plusieurs couleurs différentes, rouge, violet, quelque chose approchant le vert et sa voix est montée à une hauteur qui a probablement fait pencher la tête des chiens du quartier avec confusion. « Tu m'as menti », a-t-il crié, se tournant vers Clara avec le genre de rage qui vient de la prise de conscience qu'on a été ridiculisé devant les forces de l'ordre. « Tu m'as dit que tu possédais cet endroit. Tu as dit que c'était à toi de le vendre. » Je le pensais, a rétorqué Clara, sa propre voix montant pour égaler la sienne alors que leur illusion mutuelle s'effondrait en récrimination mutuelle.
Nous sommes mariés depuis 12 ans. J'habite ici. Je l'ai décoré. Je pensais que ça signifiait quelque chose. Eh bien, ça ne signifie rien, a hurlé Tran, son costume cher montrant maintenant de sérieuses taches de sueur et ses cheveux parfaitement coiffés commençant à ressembler à quelqu'un qui a mis le doigt dans une prise électrique. Tu ne peux pas vendre ce que tu ne possèdes pas, as-tu la moindre idée de l'argent que j'ai déjà investi là-dedans? Et ça, mesdames et messieurs, c'était le moment où leur belle association a commencé à s'autodétruire, là, dans mon salon. Vous savez ce qu'on dit, que sous un stress extrême, le vrai caractère des gens se révèle. Eh bien, regardez Clara et Tran se retourner l'un contre l'autre comme des loups enragés se battant pour le dernier morceau de viande, c'était comme assister à une masterclass sur les pulsions les plus laides de la nature humaine. Ce qui avait commencé comme une belle association dans la trahison devenait maintenant un derby de démolition mutuelle, et j'avais des places au premier rang pour tout ce spectacle de merde. Tran arpentait mon salon comme un animal en cage, son costume cher semblant maintenant avoir servi de pyjama pendant une semaine, et ses cheveux soigneusement coiffés ressemblant à quelque chose qui aurait sa place sur un épouvantail. L'homme qui était entré en se pavanant dans ma maison 2 heures plus tôt comme s'il en était le propriétaire vivait maintenant ce que je ne peux décrire que comme un effondrement psychologique complet en temps réel. « Combien d'argent ?» a demandé Clara, sa voix portant une nuance dangereuse qui suggérait qu'elle commençait à réaliser que son chevalier servant pourrait en fait être un parfait connard dans un costume cher. « Que veux-tu dire, combien d'argent ?» Oh, ça devenait bon. Je me suis adossé au comptoir de la cuisine, essayant de paraître comme un témoin innocent plutôt que le cerveau qui avait orchestré tout ce désastre, et j'ai regardé le couple heureux commencer à se déchirer. Tran a cessé d'arpenter et s'est tourné pour faire face à Clara avec le genre d'expression aux yeux fous qui suggérait que son emprise sur la réalité devenait de plus en plus ténue. « Je veux dire, » a-t-il dit, sa voix montant à ce ton spécial qui indiquait qu'un homme était sur le point de dire quelque chose d'incroyablement stupide. J'ai déjà versé des acomptes, aux entrepreneurs, aux architectes, aux décorateurs d'intérieur. Je planifie cette rénovation depuis des semaines. Les adjoints observaient cette explosion nucléaire domestique avec le genre de détachement professionnel qui vient d'années à traiter avec la bêtise humaine, mais je pouvais voir l'adjoint Martinez essayer de réprimer ce qui ressemblait étrangement à un sourire. L'agent Chin prenait des notes, probablement pour ce qui allait être un sacré rapport d'incident. Le visage de Clara a traversé plusieurs expressions différentes, confusion, prise de conscience, puis une rage pure et sans mélange alors que toutes les implications de l'aveu de Tran s'imposaient à elle. Tu as dépensé de l'argent pour des rénovations? Pour une maison dont tu ne savais même pas si tu en étais propriétaire? Tu es complètement fou? Je pensais en être propriétaire parce que tu m'as dit que j'en étais propriétaire, a rétorqué Tran, sa voix se cassant comme un adolescent en pleine puberté. Tu as dit que c'était à toi de la vendre. Tu m'as montré des papiers. Tu as dit que ton mari allait simplement se soumettre et l'accepter. C'est alors que Clara a fait quelque chose d'incroyablement audacieux, lui renvoyant la balle avec une précision vicieuse qui aurait impressionné un procureur chevronné. Tu es censé être une sorte d'expert en immobilier. A-t-elle hurlé, sa façade de sophistication soigneusement entretenue s'effondrant comme un château de cartes dans un ouragan. Tu te vantes toujours de ton portefeuille, de tes investissements et de ton intelligence en matière de transactions immobilières. Tu n'as pas pensé à vérifier si j'étais réellement propriétaire de la maison avant de commencer à y dépenser de l'argent? L'expression sur le visage de Tran était inestimable. C'était l'expression d'un homme qui réalisait soudain que sa prétendue expertise était aussi réelle que le droit de propriété de Clara et qu'il avait été démasqué comme un imposteur par une imposture encore plus grande. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la servir au restaurant. « Je t'ai fait confiance » a-t-il crié, sa voix atteignant une hauteur qui a probablement fait se demander aux voisins si quelqu'un torturait un chat. « Tu es ma petite amie. Tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit que nous allions construire une vie ensemble. » Ouais, eh bien, c'était avant que je découvre que tu es un parfait idiot qui ne sait pas comment vérifier la propriété d'un bien, a répliqué Clara, sa propre voix montant pour égaler la sienne. Quel genre d'investisseur immobilier ne fait pas de due diligence? À ce stade, ils se hurlaient dessus comme des personnages d'une mauvaise émission de télé-réalité, oubliant complètement qu'ils avaient un public d'agents des forces de l'ordre qui documentaient chaque mot de leur effondrement public. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti, sauf que les voitures étaient faites de pure stupidité et que l'accident se produisait dans mon salon. C'est alors que Tran a fait quelque chose qui a élevé toute cette scène du simple divertissement à l'absolument légendaire. Dans un accès de rage qui lui a probablement coûté environ $5000,
il a saisi la bouteille de vin cher qu'il avait apportée comme cadeau de pendaison de crémaillère et l'a lancée contre le mur de la cuisine avec une force généralement réservée aux lanceurs de poids olympiques. La bouteille a explosé contre ma crédence sur mesure dans une pluie de verre et ce qui ressemblait à un très bon Bordeaux, créant une œuvre d'art abstraite qui, j'en suis presque sûr, n'était pas couverte par l'assurance habitation de Tran. Principalement parce qu'il ne possédait pas de maison à assurer. Le fracas a été assez fort pour faire sursauter tout le monde dans la pièce, y compris les adjoints qui ont immédiatement adopté une posture plus alerte en réalisant que ce différend domestique dégénérait en potentiels dommages matériels et troubles à l'ordre public. Monsieur, a aboyé l'adjoint Martinez, sa voix portant le genre d'autorité qui pousse les gens intelligents à arrêter immédiatement toute bêtise qu'ils sont en train de faire. Vous devez vous calmer tout de suite ou nous aurons des charges supplémentaires à discuter. Mais Tran était au-delà de la raison à ce stade. L'homme avait investi son ego, son argent et probablement sa réputation dans ce stratagème, et voir tout s'effondrer devant des témoins était apparemment plus que sa psyché fragile ne pouvait supporter. C'est des conneries, a-t-il hurlé, son visage maintenant à peu près de la couleur d'une tomate mûre. J'ai mis de l'argent réel là-dedans. J'ai des contrats. J'ai des engagements. Vous ne pouvez pas simplement me dire que rien de tout ça ne compte. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps de remuer un peu plus le couteau dans la plaie. Je me suis avancé avec mon expression la plus sympathique, comme un voisin concerné essayant d'aider à désamorcer une situation tendue. Tran, ai-je dit, ma voix portant le genre de douce patience que vous utiliseriez avec un parent âgé confus. Je pense qu'il y a peut-être eu une mauvaise communication ici. Voyez-vous, Clara n'a jamais vraiment possédé cette maison. Elle a vécu ici en tant que ma femme, mais Henderson Holdings LLC en est le propriétaire légal depuis le premier jour. Je crains que tout l'argent que vous avez dépensé sur la base des déclarations de Clara ne l'ait été sur la base de fausses informations. Le silence qui a suivi était absolument en or. Tran m'a regardé comme si je venais d'expliquer que la gravité était facultative et que l'eau coulait vers le haut, tandis que Clara avait l'air d'essayer de calculer la profondeur exacte du trou qu'elle avait creusé pour elle-même. Fausses informations, a répété Tran, sa voix maintenant à peine un murmure alors que toutes les implications de sa situation commençaient à pénétrer son crâne. Vous voulez dire qu'elle m'a menti? Surtout? J'ai haussé les épaules avec le genre d'indifférence désinvolte qui suggérait que tout cela était très malheureux, mais complètement hors de mon contrôle. Je crains que ce ne soit le cas. Mais regardez le bon côté des choses, au moins vous l'avez découvert avant de vraiment emménager et de commencer ses rénovations. Et ça, mes amis, c'était le moment où la dernière cellule cérébrale restante de Tran Wallace a finalement abandonné et est morte. Le lundi matin est arrivé comme l'acte final d'une tragédie shakespearienne, sauf qu'au lieu que tout le monde meure à la fin, tout le monde a simplement eu exactement ce qu'il méritait. Je me suis réveillé dans mon propre lit, dans ma propre maison, possédé par ma propre société, et j'ai savouré ce qui était probablement la tasse de café la plus satisfaisante que j'ai eue en 12 ans de mariage. Le week-end avait été étonnamment paisible après que les adjoints ont emmené Tran pour interrogatoire et que Clara a disparu sous le rocher qu'elle avait décidé de choisir. La maison semblait différente, plus propre, plus silencieuse, comme si quelqu'un avait enfin ouvert toutes les fenêtres et laissé sortir des années de merde accumulées. Même la lumière du matin semblait plus vive en traversant les fenêtres de la cuisine, illuminant l'endroit où la bouteille de vin de Tran avait explosé dans une pluie de liquide rouge et de rêves brisés. J'avais passé le dimanche après-midi à nettoyer le désordre, non pas parce que je me sentais mal, mais parce que je me disais que c'était probablement le nettoyage le plus cher que j'ai jamais fait, étant donné qu'il avait coûté à Tran sa dignité, son argent et très probablement sa liberté. Marcus m'avait appelé 3 fois pour avoir des nouvelles et rire de l'affaire, qui devenait apparemment déjà légendaire dans les cercles juridiques de la ville. Mec, avait-il dit lors de son dernier appel de la journée. Je suis avocat depuis 15 ans et je n'ai jamais vu quelqu'un torpiller sa propre vie aussi efficacement. C'est comme assister à une masterclass d'autodestruction. Le bureau du procureur parle déjà de déposer des accusations de fraude et la commission immobilière veut enquêter sur la licence de Tran. Ce type est sur le point de devenir une histoire édifiante qu'ils enseignent en fac de droit. Mais la vraie cerise sur le gâteau de tout ce beau désastre, c'est ce qui est arrivé à Clara. Selon le réseau de ragots du quartier, qui, laissez-moi vous dire, fonctionne avec l'efficacité d'une agence de renseignement suisse, elle s'était enregistrée au motel 6 sur l'autoroute 9 samedi soir et n'avait pas été revue depuis. La même femme qui avait passé 12 ans à se plaindre du nombre de fils au pouce carré et à exiger du tout bio dormait maintenant sur des draps en polyester et dînait aux distributeurs automatiques.
La justice poétique était presque trop parfaite pour être crue. Le lundi matin a apporté des nouvelles encore meilleures. Marcus m'a appelé à 7h30, vibrant pratiquement d'excitation alors qu'il livrait les dernières mises à jour sur l'opération « Détruire la vie de mon ex-femme ». Henderson, espèce de magnifique salaud, a-t-il dit, sa voix portant le genre de jubilation habituellement réservé aux gagnants de la loterie et aux enfants le matin de Noël. Tu ne vas pas croire à quel point ça s'améliore. Tran est dans de sales draps. On parle de possibles accusations de fraude criminelle et le comté a déjà commencé à enquêter sur les faux documents. Mais voici la partie vraiment magnifique. Clara pourrait faire face à des accusations de complot en tant que co-conspiratrice. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Des accusations de complot? Pourquoi? Pensez-y. Elle a sciemment fourni de faux documents pour faciliter ce qui équivaut à une tentative de vol immobilier. Elle a signé des papiers revendiquant une propriété qu'elle savait ne pas posséder. Elle a accepté de l'argent de Tran sur la base de revendications frauduleuses et elle a tenté de vous expulser illégalement d'un bien sur lequel elle n'avait aucun droit. Ce n'est pas juste de la stupidité, mon ami, c'est un complot criminel. L'image de Clara en combinaison orange était si séduisante que j'ai dû m'asseoir un moment pour l'apprécier pleinement. Après des années à gérer son drame, sa manipulation, ses exigences constantes pour plus d'attention, plus de choses et plus de validation, l'idée qu'elle pourrait réellement faire face à des conséquences juridiques pour ses actes était meilleure que de gagner à la loterie. Mais la vraie satisfaction venait de quelque chose de beaucoup plus simple que la vengeance. Pour la première fois depuis des années, j'étais assis dans ma propre maison sans avoir à me soucier du chaos émotionnel de quelqu'un d'autre, de son irresponsabilité financière ou de sa déconnexion complète de la réalité. Le silence était d'or, rompu seulement par le chant des oiseaux à l'extérieur et la cafetière qui faisait son travail. Fini les plaintes de Clara sur les voisins, la maison, le temps ou toute autre chose qui avait réussi à offenser ses délicates sensibilités ce jour-là. Fini les fausses urgences conçues pour fabriquer du drame là où il n'y en avait pas. Fini de devoir prétendre que son dernier projet de redécorer la salle de bain ou de réorganiser les placards était la chose la plus importante au monde. Juste la paix, une paix bénie et magnifique. Vers 10h, je suis sorti à la boîte aux lettres pour prendre le journal et j'ai vu Madame Patterson, la voisine, travailler dans son jardin. Elle a levé les yeux et a salué, puis s'est approchée avec le genre d'expression concernée qui suggérait que le réseau de ragots du quartier avait fonctionné à plein régime. « Tout va bien par ici ?» a-t-elle demandé, sa voix portant ce ton prudent que les gens utilisent quand ils veulent des informations, mais ne veulent pas paraître indiscrets. Nous avons entendu du bruit samedi et nous n'avons pas vu Clara. J'ai souri avec une chaleur sincère que je n'avais pas ressentie depuis des années. Tout va bien, Madame Patterson. Clara et moi divorçons et elle a déménagé. Rien de dramatique, juste le moment de passer à autre chose. Le soulagement sur son visage était presque comique. Madame Patterson avait dû supporter les plaintes de Clara sur tout, des limites de propriété aux horaires de ramassage des ordures, pendant 8 ans, et je pouvais voir dans ses yeux qu'elle prévoyait déjà d'organiser une fête de quartier. Eh bien, a-t-elle dit, essayant de maintenir une sympathie appropriée tout en retenant clairement un sourire. Je suis désolé d'apprendre pour le divorce, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, absolument n'importe quoi, faites-le nous savoir. Tout le quartier est là pour vous. Traduction, tout le quartier était ravi que Clara soit partie et qu'il n'ait plus jamais à gérer ses crises fabriquées. Mercredi, les dominos juridiques tombaient exactement comme Marcus l'avait prédit. Le comté avait ouvert une enquête officielle sur les documents frauduleux. Tran faisait face à plusieurs accusations et avait apparemment renvoyé son avocat après lui avoir hurlé dessus pendant 1 heure sur l'impossibilité de toute la situation. Et Clara avait été contactée par des enquêteurs qui voulaient discuter de son rôle dans le complot présumé. Mais voici ce qui a vraiment rendu le tout parfait. Rien de tout cela n'a nécessité le moindre effort de ma part. Je n'ai pas eu à porter plainte, à engager des enquêteurs ou à dépenser de l'argent pour des plans de vengeance. Clara et Tran avaient construit leur propre piège, y étaient entrés volontairement, puis avaient passé le week-end à s'assurer que la porte se verrouillait derrière eux. Alors que j'étais assis dans ma cuisine jeudi matin, lisant l'arrestation de Tran dans le journal local tout en prenant mon petit déjeuner sur le même comptoir en granit où Clara avait essayé de détruire ma vie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Pas de la colère, pas de la tristesse, pas même de la satisfaction, juste de la clarté. La voix de mon père a résonné une dernière fois dans ma mémoire. Sois toujours propriétaire de tes fondations. Les gens peuvent voler ton confort,
Mais ne les laisse jamais voler le sol sous tes pieds. Merci, papa. Tu avais raison sur tout. Clara et Tran ont appris à leurs dépens que les mensonges s'effondrent tandis que la vérité demeure. Et quand ils ont essayé de voler mes fondations, ils ont découvert qu'ils avaient en fait acheté leur propre chute. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de laisser les gens se détruire eux-mêmes pendant que vous regardez depuis la sécurité d'un terrain solide.